Destin de femmes émigrées. De la Tchécoslovaquie communiste vers la France. Une histoire de femmes en quête d'un monde libre. Je m'appelle Elena Barbo. Je suis née à Domažlice, 26 mars 1943. Mon père était officier, alors on a habité dans les bâtiments près de la caserne. Mon enfance se passait très agréablement jusqu'à dans les années 50. Mon père était emprisonné comme officier bourgeois. Il n'a pas fait spécialement rien contre le régime communiste, mais une fois il était dans les manœuvres et ma mère était seule à la maison avec moi. En hiver, elle était malade. Et puis, ils ont reçu le charbon. Et comme mon père n'était pas là, il y avait un des soldats qui a rentré ce charbon pour ma mère dans sa cave. Elle a sûrement récompensé, etc. Et puis, après, cette anecdote était contre lui, comme quoi il a des habitudes de l'officier bourgeois qui se laisse servir par les soldats. En attendant, quand il était en prison, c'était la période des procès, et son frère, en même temps, était emprisonné dans un grand procès. Après, il est resté 10 ans en prison. Et son frère aîné était mort à Mauthausen parce qu'il était officier pendant la guerre et il était mort à Mauthausen. Donc c'était la famille de 3 garçons, la famille très modeste, et ces 3 garçons, tous les 3 ont fait une carrière militaire. Et puis, ça c'est un petit peu une parenthèse, mais c'est quand même intéressant de voir comme dans les années 50, on pouvait se retrouver en prison pour pas grand-chose. Cette période m'a laissé vraiment des traces parce que je comprenais absolument pas. Bien sûr, je comprenais pas pourquoi mon papa était en prison. Les visites en prison à Boré, à Pilsen, étaient particulièrement traumatisantes parce qu'on était fouillés et puis les portes qui se fermaient. On venait dans une pièce et mon papa était de l'autre côté de la pièce et je pouvais pas courir vers lui, etc. Ce sont des détails que je me rappelle encore maintenant quand j'ai 83 ans. D'un autre côté, je comprenais pas encore autre chose. Par exemple, après, il y avait les pionniers, c'est-à-dire, comme j'étais la meilleure élève dans la classe, je pensais automatiquement que je vais recevoir mon foulard rouge avec les autres. Eh bien, tous les autres étaient conviés, mais pas moi, parce que mon père était en prison. Donc, bien sûr, j'étais pas un bon sujet. Mais pour moi, c'était absolument catastrophique parce que pour moi, c'était une injustice que je pouvais pas comprendre. Et puis après, quand il était sorti de prison, c'était très difficile aussi. Parce que, bien sûr, on était montré du doigt. Lui, il était dégradé. Il travaillait à l'usine Škoda à Pilsen, où il était blessé, il avait le genou complètement handicapé après. Enfin, c'était pas les années qui me laissent un très bon souvenir. Vers l'âge de 15 ans, voilà l'embellie. On avait une vieille tante, elle était célibataire, elle nous a légué la maison à Béron. Alors donc, c'était la grande joie pour moi se retrouver parce que jusqu'à là, on a habité dans les très mauvaises conditions à Domažlice à partir du moment où mon père était sorti de prison. Et là, tout d'un coup, je me suis retrouvée dans une maison, dans un jardin, dans un petit verger,
C'était pas une énorme villa, mais quand même, c'était une gentille maison au milieu d'un jardin. Et c'est là où j'ai fait mes études à Bérone. J'ai fait mon lycée et c'était les années qui me laissent les souvenirs merveilleux parce que c'était au bord de la rivière. Avec les parents, on a fait beaucoup de camping. J'étais la fille unique, j'ai oublié de dire. Après le bac, j'ai voulu continuer mes études à Prague. J'ai toujours rêvé de faire les études à l'université Charles et donc j'ai voulu faire des études de langue, pourquoi pas le russe ou tchèque, enfin. J'ai fait donc les examens d'entrée. J'avais l'impression que ça s'est merveilleusement bien passé, mes examens, mais j'étais pas prise et on m'a expliqué que j'avais pas suffisamment de points. Le plus de points qui étaient enlevés, c'était même pas que mon père était un moment en prison, parce que depuis, il était déjà réhabilité, il travaillait à la mairie de Bérone, etc. Mais c'était mon grand-père, le tailleur pour dames, qui travaillait tout seul, parce que c'était remeselnik, c'est-à-dire travailleur indépendant, sans enlever le plus de points. Ce tailleur pour dames, qui pourtant travaillait tout seul, toute sa vie, m'a valu que je n'étais pas prise à l'université Charles. Mais j'ai voulu quand même continuer dans les langues. Il y avait à Karlovy Vary, à Carlsbad, il y avait un institut pédagogique qui s'est ouvert. J'ai commencé les études de tchèque et de russe. Mais après les études, c'était à nouveau un petit peu difficile parce que, bien sûr, on recevait des places où on doit commencer à travailler, etc. Et puis, c'était à la frontière, c'était vraiment des villages très éloignés dans les conditions très difficiles. Je suis partie à Horní Slavkov. Juste à côté, Horní Slavkov, il y avait un grand camp de travail. C'était les prisonniers politiques, c'était l'uranium. Depuis notre logement, on avait la vue imprenable sur ce camp, où le soir, c'était les barbelés qui étaient illuminés tout autour. Au bout de 3 ans, j'ai réussi de m'approcher donc de ma famille parce qu'il y avait les places qui se sont présentées à Bérone. Et donc, j'ai pu à nouveau habiter à la maison et enseigner à Bérone. Et voilà, le printemps de Prague est arrivé. C'était bien sûr une euphorie et puis tout le monde était heureux, c'était formidable. J'ai enseigné le russe. J'avais la possibilité d'aller à Moscou pour un stage. Donc, je suis allée à Moscou. Et à Moscou, il y avait un groupe de Français. Alors, on a beaucoup discuté parce que pour la France, c'était très important aussi, 68. Et on s'est échangé des adresses en disant si un jour vous viendrez, etc., etc. C'était au printemps. Et puis, il y avait août 68 qui est arrivé. Au début d'août, je vois une voiture décapotable arriver, 2 garçons dedans, et c'était un des garçons, c'est-à-dire dans mon adresse, dans ma maison à Bérone, où j'étais assise pieds nus dans mon jardin. Et puis, un des deux garçons, c'était le garçon avec lequel on s'est échangé des... Mais il y avait l'autre, que je ne connaissais pas, mais qui m'a tout de suite plu. Bien sûr, j'étais quand même très étonnée que tout d'un coup, il vient dans mon jardin. Il y avait ma maman, il y avait ma grand-mère qui était un peu étonnée.
Nous avons passé l'après-midi dans le jardin, on a discuté des événements à Paris, et puis le printemps de Prague, et tout et tout. En partant, un des deux garçons, Michel, m'a demandé le numéro de téléphone. Je ne pensais jamais qu'il va m'appeler, mais il m'a appelé et il m'a donné rendez-vous à Staroměstské náměstí, la place de la vieille ville, à côté de la statue de Jan Hus. Alors le rendez-vous était fixé à Staroměstské náměstí dans l'après-midi de 21 août. On s'est réveillé avec les chars à peu près 200 mètres de la maison. Moi, j'ai rien entendu, mais mes parents, ma mère m'a dit après le matin qu'il devait encore être soûl, que le voisin a sonné en pleine nuit en disant qu'on est occupé, qu'il devait encore être complètement soûl. Avant qu'on s'aperçoive que malheureusement, c'était la triste vérité. Moi, comme j'ai enseigné le russe, on n'arrêtait pas de me dire, les gens autour, il faut leur expliquer qu'ils n'ont rien à faire ici, il faut leur expliquer qu'ils se trompent. Ce qui était aussi très désagréable, j'étais enseignante de russe, on m'a conviée à la mairie pour que je fasse des traductions avec la commandatura, qu'ils disaient à l'époque. Alors ça m'a rappelé les Allemands et tout ça, commandatura, tout ça, et je devais traduire. En plus, c'était très violent pour moi parce que, en même temps, j'avais l'impression vraiment de collaborer avec l'ennemi. Mais on m'a convoqué, donc j'étais obligée de le faire, et c'était très violent. Bien sûr, mon rendez-vous à Prague, c'était déjà oublié. Et je me suis dit que c'était dommage, mais enfin, je pensais bien sûr jamais le revoir. Parce qu'il y avait une grande route de Prague vers Plzeň à côté de chez nous, et je voyais des grandes colonnes des étrangers en voiture qui partaient tant qu'ils pouvaient partir, qui avaient droit de partir pendant quelques jours, enfin qu'on les a laissés partir tranquillement. Voilà un après-midi, 2-3 jours après, que je vois Michel, sans son copain, parce que son copain était déjà parti, avec la voiture qui s'arrête devant la maison. Donc, il est resté pendant à peu près 3 jours. Et pareil, jamais je pensais qu'il va se manifester. Il n'arrêtait pas de m'écrire, et puis de plus en plus. Aussi bien qu'il m'a envoyé je me rappelle très bien, pour Noël, un paquet avec des chocolats typiquement français, c'est-à-dire les Pyrénéens, je me rappelle toujours. Et il m'a demandé, est-ce que je voudrais pas venir en été à Paris, qu'il pourrait m'obtenir une invitation pour l'Alliance française. Avec cette invitation, pour 3 semaines ou 1 mois, je pourrais partir. Toute contente, me voilà à Paris. Notre relation a évolué, qui était épistolaire avant et tout ça, mais on était très amoureux. Michel m'a proposé d'y rester. Je voulais pas parce que, comme je disais, j'étais une fille unique et tout. Je voulais absolument pas rester là-bas. J'aurais pu, à ce moment-là, pour émigrer parce que je savais que si je fais ça, il n'y a aucune possibilité de retour. Quand je suis revenue de Paris, tout de suite, j'ai annoncé à mes parents que Michel m'a demandé ma main et qu'il faut préparer le mariage. Que je vais me marier en Tchécoslovaquie parce que je vais partir seulement quand je serai déjà française par mariage, quand je serai légalement mariée pour que je puisse revenir normalement sans problème. Les papiers, c'était facile. Il a envoyé ses papiers à l'ambassade de France en Tchécoslovaquie, à Křivoklát, parce que ça s'est passé à Křivoklát. Il a tout de suite, c'était pas un problème pour envoyer les papiers, tout ça, tout était dans les règles. Mais après, il fallait payer assez grosse somme d'argent pour mes études. Donc, c'était à plein hiver à Křivoklát, parce que c'est Beroun, donc on se mariait souvent à Křivoklát.
Et donc, c'était assez romanesque. Après le mariage, il a été obligé de partir parce qu'à l'époque, il était encore maître de conférence aux langues orientales. Je ne pouvais pas repartir avec lui parce qu'il y avait toujours un papier qui manquait, il y avait toujours quelque chose qu'il fallait encore trouver. Et pendant ce temps, j'ai continué donc à enseigner à Beyrouth jusqu'à mon départ. Quand finalement tout était fait, je suis partie en avion, ce qui était, parce que ça durait un certain nombre de mois, j'étais enceinte. Tout le monde m'a dit, surtout en France, qu'il faut absolument que j'arrive pour accoucher en France, autrement que ça serait des énormes problèmes pour le service militaire si l'enfant était né en Tchécoslovaquie. Ce qui était difficile pour moi quand je suis arrivée, j'ai parlé donc français très rudimentaire. Mon mari, quand même, vu son métier, avait beaucoup d'amis assez intellectuels, par exemple Labro. Et puis donc, il venait chez nous manger. Je me suis sentie un peu diminuée quand même, parce que je pouvais discuter des choses simples, mais je ne pouvais absolument pas discuter de philosophie ou des choses comme ça. Et parfois, j'étais même catastrophée, par exemple, qu'une fois, je prenais le téléphone, on me demandait juste de noter les numéros de téléphone. C'était encore avant mon accouchement. Au téléphone, Jean-Paul Sartre. Alors pour moi, Jean-Paul Sartre, c'était comme le Dieu à peu près, qui me parle et qui me demande quelque chose et que je ne comprends pas. J'étais complètement gélifiée. Je n'étais même pas capable de noter le numéro de téléphone qu'il m'a donné parce qu'il y avait une histoire à l'époque de maison du Maroc. Mon mari était enseignant arabe. On lui demandait un moment d'avoir une fonction dans cette maison. Et c'était Jean-Paul Sartre qui voulait le rencontrer pour lui proposer ça. Alors, est-ce que vous vous imaginez comment je me suis sentie? Quand mon mari est rentré à la maison, je lui ai dit que Jean-Paul Sartre a appelé pour dire quoi, j'en sais rien. Et il a laissé le numéro de téléphone. Oui, mais je ne crois pas que j'ai noté bien. Donc, il y a des moments comme ça qu'on se sent vraiment nul. Bon, bien sûr, comme c'est ce que je dis, c'était différent. Bon, j'avais le bébé, je préparais d'abord le bébé qui j'ai couché, je prépare le dîner, etc. Mais on recevait beaucoup, mais c'était quand même fatigant. Et puis, d'autant plus que j'étais assez rapidement à nouveau enceinte parce que ma fille était née un an après mon fils. Après, quand c'était possible, quand mon mari a eu, après le doctorat et la place à la Sorbonne, alors il se trouvait que c'était possible qu'il puisse rester à Paris seulement pendant 2 jours par semaine. On pouvait envisager aller ailleurs. Au début, on a pensé juste pour les vacances au moins, mais rapidement, on a fait construire une maison à Pilat-sur-Mer où il y avait des amis de mon mari et ça nous a beaucoup plu ce coin. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Pilat-sur-Mer et j'y suis toujours. Comme j'étais mariée légalement, ça posait aucun problème. C'est pour ça que mes parents pouvaient venir à Paris et puis nous, on venait tous les étés en Tchécoslovaquie pour les vacances. On a vécu toujours des deux côtés et puis après quand on habitait près de la mer, après ils venaient à la retraite plus souvent et plus longtemps. Mais dès le début, il n'y avait pas de problème, ils pouvaient venir. Et pour les enfants, aller pendant les vacances en Tchécoslovaquie, c'était comme pour aller au paradis. Moi, au point de vue pratique, c'était pas toujours le paradis parce que à l'époque, il fallait faire la queue pour le chou-fleur, il fallait faire la queue pour les pastèques. Il y avait rien dans les magasins. C'était cette période où il y avait vraiment rien dans les magasins. Il y avait dans les vitrines juste des photos des dirigeants et des fleurs. Pour les enfants, c'était
chaque fois un paradis. Donc ils parlaient tchèque avec leurs petits copains tchèques, mais quand même ils étaient traumatisés et depuis longtemps après, par exemple ma fille était traumatisée par rapport aux chiens, parce que quand on traversait la frontière, quand elle était petite, 5 ans, c'est déjà assez grande pour se rendre compte, il dormait dans la voiture et souvent on arrivait le soir ou dans la nuit à la frontière Rozvadov. C'était toujours très très compliqué et désagréable, même si on avait tous les papiers et tout ça, on a commencé par nous prendre les papiers et puis on disparaissait avec les papiers. Il y avait des chiens, les chiens des gardes frontières, qui étaient levés avec la gueule ouverte à la hauteur des fenêtres. Ça faisait très très peur aux enfants. Et parfois même, ils nous ont fait sortir en pleine nuit, tout le monde, en disant « mettez vos affaires là-bas ». On avait plein de choses. On a acheté en Allemagne des cageots de fruits au passage parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Et on avait plein de choses qu'on apportait à la famille et aux amis parce qu'on habillait toute la famille et tous les amis des enfants au moins. Donc c'était quand même pas rien de sortir tout de la voiture. C'était genre 2 heures. Hein. On avait souvent amené des grands édredons, ils étaient enveloppés dans les édredons. Il y avait des choses comme ça qui restaient encore et ma fille avait longtemps la phobie de chien à cause de ça. À l'époque, au début, quand les enfants étaient petits, j'étais au foyer parce qu'on a encore terminé la construction de la maison, donc je pouvais me vraiment consacrer à ça. Après, j'ai travaillé, je faisais beaucoup de choses bénévoles, je faisais beaucoup d'associations, etc., etc. Et puis, j'ai aussi, ça m'a toujours intéressé, j'ai fait des études à distance pour accompagnement des personnes en fin de vie. Juste à côté, 5 minutes à côté de chez nous, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle maison de retraite. Et finalement, comme ça, j'ai travaillé pendant 10 ans. C'était donc, après, en quelque sorte, pour moi, une vocation. Alors, quand les enfants étaient tout petits, je parlais pratiquement uniquement avec eux en tchèque, malgré que, par exemple, ma belle famille était très inquiète. Comme ça, les enfants vont avoir un retard scolaire, etc., etc. Ils étaient les meilleurs en français à l'école jusqu'au bac, donc il n'y avait pas de problème, mais ça posait quand même problème à certaines personnes. Ils se disaient comment ils vont pouvoir faire leur scolarité si leur maman parle tchèque. Mais j'ai parlé en tchèque uniquement à peu près jusqu'à 5 ans. Et on parlait tchèque pendant nos vacances quand on était en Tchécoslovaquie ou quand, par exemple, mes parents venaient. Donc mes parents, bien sûr, ne parlent pas français, donc ils parlaient tchèque avec eux. Mais après, c'était beaucoup plus français. Hein. Ma fille, dès qu'elle a fini ses études supérieures, tout de suite, elle s'est arrangée pour aller à Prague pour 3 ans. On peut dire qu'elle est bilingue, enfin, surtout qu'elle est douée pour les langues. Tandis que mon fils se débrouille, on peut dire. De toute façon, en général, cette culture d'Europe centrale l'intéressait. Et donc, les enfants ont vécu dedans. Dans cette atmosphère, il y a même ma petite fille qui a maintenant 20 ans. Ça les intéresse beaucoup et ils sont très fiers de leurs origines. C'était pendant les vacances, on était à Béron. Je me rappelle toujours quand il y avait ce grand rassemblement, quand il y avait la révolution de velours, quand il y avait Havel à Václavské náměstí, on était là avec les enfants. Et pour eux aussi, c'était un très 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 grand souvenir. Mais vous voyez déjà la maison. Et ça, vous n'avez pas encore vu qu'on a énormément de livres tchèques. Je n'ai jamais perdu ce lien, même si je peux dire que je me sens bien sûr davantage française, parce que quand on voit maintenant mon âge, j'ai quand même passé beaucoup plus de temps en France qu'en Tchécoslovaquie.
Je me sens plutôt française, mais en attendant, mon cœur vibre quand même toujours quand j'entends l'hymne tchèque. Ça me fait toujours pleurer. Ça reste toujours mon pays de cœur. Ce qui caractériserait vraiment pour moi, c'est le poème de Seifert Hora žíp. Viděl jsem hory plné ledu, zpívat však o nich nedovedu. Jiskřily dálky nad hlavami, jak bledě modré drahokamy. Jímala závrať při pohledu, zpívat však o nich nedovedu. Když ale vidím na obzoru uprostřed kraje nízkou horu, na nebi bráček běloskoucí, přestane srdce chvíli tlouci. To je pro mě skutečně ta moje česká duše.